Sur les bords du fleuve sauvage, la Loire, la puissance des hommes se lie dans la pierre. Comme ici, à Amboise, à Cheverny, ou encore à Chambord, le château aux 1000 cheminées. Car ici, en Val-de-Loire, les grands hommes de notre histoire ont voulu laisser leurs traces pour la postérité. Au cœur de ce territoire, un château garde en lui les chapitres de ce récit. C'est celui de Blois. Médiéval, gothique, renaissant et classique à la fois, c'est un manifeste d'architecture à lui tout seul. Un manifeste du pouvoir de ces comtes, princes et rois qui voulurent inscrire ici leur nom au firmament des bâtisseurs de l'histoire. Du Moyen-Âge, le château a conservé cette merveille. Une immense salle de justice de 540 mètres carrés, coiffée d'une double nef de bois, perchée à 12 mètres de hauteur. C'est ici que rendaient la justice les puissants comtes de Blois. Ils sont au Moyen-Âge aussi riches et influents que le roi de France. Ils battent monnaie à leur effigie et leur territoire s'étend jusqu'en Champagne, prenant en étau le domaine royal. Il vaut donc mieux composer avec eux que sans eux. Ici, c'est aussi par la couleur que ces comtes bâtisseurs soulignent leur rang. La couleur est la caractéristique des gens fortunés. Donc quand on n'a pas les moyens, les gens du peuple n'avaient rien en couleur, ni les vêtements, ni les intérieurs, ni rien de ce qui les entourait. Il n'y avait rien en couleur. C'était un monde sombre, alors que effectivement les grands de ce monde avaient la couleur dans leurs vêtements, la couleur dans les décors des habitats et certaines sources de lumière. Au sommet du château, interdite au public, se cache une autre merveille du XIIIe siècle. Derrière cette petite porte, c'est cette magnifique charpente qui se trouve juste au-dessus de la double voûte. Une œuvre d'art en soi. On a une charpente d'exception qui est en ferme et contre-ferme. Donc c'était un système de charpenterie qui était réalisé par des charpentiers de marine. Et son grand intérêt surtout, c'est qu'elle a été récemment datée par un système dit de dendrochronologie qui étudie le nombre de cernes de bois. Et elle a été datée très précisément de 1213. Alors que pendant longtemps, on craignait qu'il y ait de grandes parties qui soient du 19e siècle, qui aient été refaites. Mais non, elle est bien de 1213. Cette salle de justice est la seule qui subsiste en France. Il a fallu un peu de chance et surtout beaucoup d'attention pour préserver jusqu'à présent ce joyau légué par les comtes de Blois. Car à Blois, les siècles défilent avec leur lot de destruction. Les tours du vieux château fort sont bientôt partiellement abattues pour laisser place à un logis plus moderne. Nous sommes au XVe siècle et le gothique est alors flamboyant. À l'aplomb des Gargouilles, au pied du logis gothique, on transporte ce matin un rouleau, pas banal. Une sortie sous protection, car il s'agit d'une toile conservée jusqu'à présent dans les réserves. Elle doit aujourd'hui être examinée avant restauration. Car Pierre-Gilles Giraud, le conservateur, aimerait pouvoir présenter au public cet épisode de la vie du château. C'est un
un point de vue unique sur la construction de l'aile Louis XII, puisqu'on voit il y a encore des échafaudages devant. Ça pourrait être l'évocation de la visite de Philippe de Habsbourg, qui a été reçu au château de Blois en 1501. Cette façade en construction, c'est la vitrine d'un autre roi bâtisseur, Louis XII. Louis XII, c'est un peu le roi qui n'aurait jamais dû monter sur le trône. Premier prince de sang, il ne peut accéder à la couronne que si le jeune Charles VIII décède. Alors il intrigue, tente de renverser la régence. En vain. Exilé, emprisonné, il se fait une raison lorsque brusquement, quelques années plus tard, Charles VIII décède accidentellement. Coup de théâtre. Celui qui n'était alors que le comte de Blois et duc d'Orléans devient donc roi. Il récupère le royaume et la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne, qui devient son épouse. Aujourd'hui, le château de Blois reste profondément marqué par ce roi bâtisseur. Car au-dessus du porche, c'est lui qui accueille les visiteurs, sous un ciel de fleurs de lys. Mais ce qui a profondément modifié la vie du château, c'est l'organisation nouvelle des pièces. Il est très original que les appartements royaux soient sur le bâtiment en façade du château. Nous avons des récits qui nous racontent comment le roi et la reine se tiennent chacun au balcon de leur appartement pour regarder les tournois et les fêtes organisées dans l'avant-cour du château où nous nous trouvons. C'est une façon nouvelle de mettre en scène le pouvoir royal qui s'offre plus généreusement à la vue de tous les sujets du royaume et de la noblesse. En levant les yeux vers leur souverain, les sujets découvrent aussi un spectacle sculpté dans la pierre. Culots grotesques, gargouilles expressives. Elles sont uniquement décoratives, car ici, l'eau s'écoule par ces surprenantes conduites à tête de poisson. Tout ici rappelle que le roi, c'est bien Louis XII, comme son emblème, un étrange porc-épic. Une tradition héritée de l'Antiquité prêtait à ce petit animal la capacité de lancer ses piquants. En réalité, le porc-épic tel qu'il existe perd ses piquants lorsqu'il se met en boule, mais cette découverte des épines, des piquants de l'animal a laissé croire qu'il était capable de les darder au loin, et ce qui ferait du roi un prince magnanime, mais dangereux, capable d'être terrible avec ses ennemis, même lorsqu'ils sont loin de lui. À peine achevé, le château de Louis XII va pourtant connaître une nouvelle révolution. Celle de la Renaissance, qui déferle sur la France. Sa première expression, la voici, une façade dite des loges, entièrement tournée vers l'extérieur. En France, on n'avait jamais vu ça. C'est l'émerveillement. Pourtant, ce n'est pas tout à fait neuf. On y reconnaît en effet le style de l'architecte Bramante au Vatican. Le commanditaire génial, c'est un autre roi bâtisseur, François Ier. Il est parti pour suivre les guerres d'Italie initiées par ses prédécesseurs et y a remporté la célèbre bataille de Marignan. De cet épisode italien, il revient ébloui par ces artistes, peintres, sculpteurs et architectes qui réinterprètent les arts antiques. On appelle cela le Rinascimento, la Renaissance. C'est donc un roi conquérant et avant-gardiste qui commande cette incroyable façade. Il a fait décorer de bas-reliefs représentant les travaux d'Hercule. Un clin d'œil à son deuxième prénom, Hercule, et à sa très grande taille, pratiquement 2 mètres. Une façade conçue pour théâtraliser son règne.
Et ici, tout contribue à cette théâtralisation. À commencer par l'emplacement des portes, disposées en diagonale dans les pièces. Explication. Il faut penser que la mise en scène prévaut. Donc, tout est théâtralisé. L'intérêt, c'est de traverser les pièces en voyant le plus de monde possible. Donc, vous avez les gens qui sont placés, on peut le penser, de part et d'autre, et on va traverser la pièce en diagonale. L'intérêt est-ce qu'ils voient le plus de monde possible, est-ce qu'ils traversent le plus de pièces possible. C'est une vie publique continuelle. Le roi et la reine reçoivent dans leur chambre d'apparat. Une chambre que l'on meuble ponctuellement. Car la cour est itinérante. Entre l'Île-de-France et le Val-de-Loire, ce sont des centaines de meubles qui transitent d'un château à l'autre. Comme un long ruban, 2000 personnes se déplacent. Une petite ville. On transporte même la ménagerie. L'organisation est colossale. Comme aujourd'hui, on le fait pour un tournage de film, l'équipe de décoration, entre guillemets, va installer l'appartement royal. Et dans cette installation, cela comprend le lit, des courtes pointes, donc le décor des lits, des tentures et des coffres très ouvragés. Des coffres qui se transforment alors ingénieusement. C'est effectivement le principe du coffre avec des serrures, ferronneries. Tout cela se fermait pour le voyage. Vous avez les poignées qui permettaient de le transporter. Quand on arrive dans les appartements, on le pose sur un piétement qui peut être un piétement un peu sculpté, décoré comme celui-ci, mais qui peut être de simples planches. On l'ouvre et vous avez une série donc, de compartiments plus ou moins secrets, des tiroirs qu'on peut ouvrir, dans lesquels on va mettre tout ce que l'on peut souhaiter ne pas montrer à la vue, bijoux, lettres aussi bien politiques que lettres d'amour. Dans ces coffres, on transporte aussi les collections du roi, pour les installer ici, dans ce splendide studiolo, l'ancêtre du cabinet de curiosités, l'un des seuls encore conservés en Europe. Un studiolo qui réserve quelques surprises. Nous avons un système d'ouverture dissimulé dans la plinthe avec, vous voyez, une pédale qui permet en fait d'actionner le système de loquet qui va permettre d'ouvrir les placards dans lesquels nous avons des collections. Ces placards, donc, une fois enfermés, sont quasiment invisibles de l'extérieur. Alors, pour des raisons aussi bien de sécurité que d'esthétique. Le souverain est conservé de la verrerie italienne, des petits bronzes et des œuvres exotiques. Studiolo, oratoire au décor de rinceaux, galerie, l'influence italienne se lit ici partout. Mais le chef-d'œuvre de cette Renaissance à la française se découvre dans la cour du château. C'est ce superbe escalier. Un escalier que l'on dit hors œuvre. Hors œuvre signifie que l'escalier n'est pas dans le bâtiment, donc il est en dehors du bâtiment, il se détache. Donc c'est un effet évidemment d'architecture très impressionnant, tellement impressionnant que cet escalier qui n'est pas si large que cela, eh bien on ne voit que lui. On ne voit que lui et évidemment il va servir à se faire voir. L'escalier est en effet ajouré. Une dentelle de pierre. Avec un décor de candélabres à l'italienne, mais aussi ses fausses gargouilles à la française. Et bien sûr, les chiffres du roi, ainsi que son emblème, la salamandre. On ne sait rien de l'architecte, mais on sait que François Ier se découvre ici
roi bâtisseur. C'est son premier chantier de jeune roi. C'est effectivement là qu'il exprime son goût de bâtir et l'intérêt du bâtir pour sa propre gloire. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi en grande partie dans cette intention, d'où l'exubérance décorative. Un coup d'essai qui est un coup de maître et qui va servir de modèle à une autre merveille, construite elle aussi par François Ier. Direction Chambord, sa somptueuse résidence de chasse. Ici se trouve un autre escalier ajouré qui cache bien son jeu. Il s'agit en effet de 2 escaliers en un. Donc voici une volée de marche qui permet comme ça de monter vers le haut, c'est-à-dire d'aller vers le ciel. Et puis ici, c'est le puits de lumière, le puits central. Et en traversant le puits de lumière, on découvre tout simplement une autre volée de marche qui permet ainsi d'aller aussi vers les terrasses. Donc vous voyez, c'est simple, c'est un escalier à 2 volées de marche. Et donc on ne se croise jamais? Alors effectivement, on ne va pas se croiser, mais par contre, on va se voir. Je pense qu'on va certainement voir des gens de l'autre côté. Voilà, là on voit très bien les autres personnes qui sont sur l'autre volet grâce aux fenêtres qui sont en vis-à-vis. La simple vis de Blois s'est transformée en escalier à 2 volets. L'œuvre d'un matheux à coup sûr, qui pourrait être signé du fameux Léonard de Vinci. Il a quitté l'Italie pour suivre François Ier en Val-de-Loire. Mais quel que soit l'auteur, ici, le discours architectural est clair. L'homme doit être attiré vers le haut pour se rapprocher de Dieu. Une envie suscitée par de petits détails. Là, c'est le premier étage. On voit bien que les marches sont en continu. Il n'y a pas vraiment de palier. Donc l'idée, c'est vraiment de passer les étages pour se retrouver au plus haut, c'est-à-dire aux terrasses. Donc c'est cette idée d'ascension vers le ciel qui est très très présente et que l'architecte, quel qu'il soit, a tout à fait compris. Et le pari est réussi puisqu'aujourd'hui, ça marche encore. Au 2e étage, le visiteur peut faire une pause. Mais ici aussi, la symbolique de l'ascension se poursuit. On se retrouve sous des voûtes extraordinaires qui sont les voûtes d'origine. C'est comme si c'était une petite halte, parce que c'est déjà un ciel, c'est une voûte avant le ciel naturel. C'est comme si on nous préparait de façon symbolique à ce qu'on allait découvrir. On arrive aux terrasses, ce qui était annoncé par les voûtes du 2e étage. Là, vous avez les voûtes du firmament. L'homme est arrivé au plus proche de Dieu. Mais le roi, lui, monte encore un peu plus haut, au sommet de cette lanterne qui chapeaute la cage d'escalier. On voit bien que l'architecture est une sorte de langue ici. Le roi, il est un peu là-haut, entre les hommes et Dieu. Donc il est à la place des anges. Ce qui est assez juste dans le sens où on disait que le roi de France, à sa mort, devenait chef de l'armée des anges. Alors là, c'est plus qu'explicite. Un siècle plus tard, à Blois, un nouveau chapitre s'écrit au château. C'est celui du classicisme, qu'un autre grand bâtisseur va imposer ici. Cet homme, c'est Gaston d'Orléans. Au sommet du bâtiment que Gaston d'Orléans entreprend en 1634, il se place lui-même, en fait. Il place son buste, alors avec la longue chevelure à la mode de l'époque de Louis XIII, mais avec sur les épaules une peau de lion qui est celle d'Hercule. Et il se présente en fait comme un nouvel Hercule, comme 100 ans avant lui, il l'avait fait François Ier. Gaston d'Orléans est le frère et le successeur désigné de Louis XIII qui n'a pas d'enfant. Il commande donc à l'architecte Mansart un château royal, sans s'encombrer de ce que ses prédécesseurs ont bâti avant lui. On le voit à l'articulation, ou plutôt le manque d'articulation, entre l'aile de François Ier, dont l'extrémité a été détruite en fait par la construction faite par Gaston d'Orléans. Alors cet arrachement montre clairement l'intention qu'avait Gaston d'Orléans de faire disparaître les constructions antérieures pour avoir un château au goût du jour, en quelque sorte, un château classique, et conçu sur le modèle du palais que sa mère avait fait construire, le palais du Luxembourg, à Paris, qui aujourd'hui abrite le Sénat.
Le projet de Gaston d'Orléans, le voici. Les ailes de François Ier et Louis XII auraient dû totalement disparaître. Mais un événement de taille va bouleverser ces projets. Le 5 septembre 1638 naît Louis Dieudonné, fils de Louis XIII. C'est donc lui, désormais, qui héritera du trône sous le nom de Louis XIV. Et Gaston d'Orléans lui doit désormais allégeance. Il ne sera donc jamais roi. Alors la couronne de France ne finance plus ses rêves de grandeur. Les entrepreneurs annoncent à Gaston d'Orléans, eh bien, tant que nous ne serons pas payés, on ne reviendra pas sur ce chantier. Et en fait, ils n'y reviendront jamais. Et on en voit les symptômes, justement, au motif de ces colonnes qui portent des cannelures. Certaines sont rudentées, mais parfois seulement sur les 2/3 de la surface de la colonne. Et lorsqu'on regarde en fait l'ensemble de ces colonnes, on constate que d'autres ont été cannelées sur la totalité de leur hauteur et que d'autres enfin sont restées complètement vierges ou partiellement vierges de ces fameuses cannelures. Donc du jour au lendemain, les sculpteurs, les entrepreneurs, les tailleurs de pierre ont interrompu leur intervention sur le chantier. À l'intérieur, sous cette spectaculaire voûte aux coupoles emboîtées, certains ornements dessinés attendent toujours le ciseau du sculpteur. Faute de financement, Gaston d'Orléans ne pourra jamais s'installer ici. Avec lui s'achève le dernier chapitre des grands bâtisseurs de l'histoire. Ces comtes, princes et rois, qui à Blois ont façonné leur rêve de gloire dans la pierre blonde du Val-de-Loire.